Aïf et bienvenue dans les profondeurs du Soubou. Aujourd'hui, ce sera un épisode un peu spécial puisque le tome 2 du roman La fin du Soubou est sur le point de sortir. Alors si jamais vous voulez vous remettre un peu dans le bain de l'histoire, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où il y a le résumé détaillé du tome 1. Mais attendez quand même la fin de cette vidéo avant de cliquer s'il vous plaît, sinon ça va me ruiner mes stats. Déjà que c'est pas terrible sur cette chaîne. Alors si vous êtes prêts, on va voir ensemble du coup toutes les petites nouveautés par rapport à ce tome 2, mais aussi la grosse annonce qui est la réédition du tome 1 et un dévoilement de couverture. C'est parti! Le tome 2 est donc sur le point de sortir et je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre. Ouais, abuse pas non plus. Ils doivent être 10 à tout casser. Avec mon co-auteur, on a tout fait pour le rendre disponible début avril. Normalement, la date officielle serait dû être le 3 avril comme pour le tome 1. Malheureusement, on a eu des petits problèmes, vraiment petits, avec la couverture et surtout la mise en page pour Kindle. Je sais pas si on entend un bruit désagréable en fond, mais mes voisins du dessus sont en train de refaire leur cuisine. Donc désolée d'avance si la vidéo est pas très audible. Concernant la couverture, c'était vraiment un petit problème, c'était pas grave du tout, il manquait une majuscule dans le résumé, et le titre était, il n'était pas tout à fait centré, mais ça se jouait à même pas quelques millimètres. Ce qui a vraiment plus posé problème, c'est le format Kindle. Alors là, on a eu que des problèmes de tiret quadratin. On n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas réglé le problème et on s'est dit tant pis, on sort le roman quoi qu'il arrive, si on attend la perfection, on n'y arrivera jamais. Mais voilà, sachez que dans le Kindle, il se pourrait qu'il y ait quelques tirets quadratins de temps en temps qui sont légèrement plus décalés. Bon bah écoutez, pour le tome 1, on n'avait pas eu ce problème, là on n'arrive pas à comprendre. Mais de toute façon, c'est pas très grave pour nous en soi, parce que on fait beaucoup plus de ventes papier que de ventes Kindle. De mémoire, j'ai dû faire, ça fait 2 ans que le tome 1 est sorti, et j'ai dû faire 3 ventes Kindle. Donc, c'est pas si important que ça, on préfère concentrer nos efforts sur la version papier. Et pour en revenir à la sortie du roman, effectivement, ce sera le mois d'avril. Mais voilà, on veut se tenir vraiment à ce mois, on veut pas passer au mois de mai, du coup, ce sera le 30 avril. Et donc le 30 avril, ce sera la sortie du tome 2, mais aussi la sortie de la réédition du tome 1. Et cela me fait une excellente transition pour vous parler de la suite. La réédition du tome 1. Pourquoi, me demanderez-vous? Bon bah, je vais être très honnête, le roman c'est très mal vendu. Mais c'est pas tout, le livre a aussi eu des petits soucis, il a encore d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la réédition, mais voilà, il y a eu quelques petits soucis, et c'est actuellement comme, vous voyez, une petite épine dans ma chaussure. Ça fait pas mal, ça m'empêche pas de marcher, mais c'est très désagréable. Mais voilà, pour vous expliquer, jetons un œil au cycle de vie complet du roman. Depuis donc avril 2022, nous avons vendu 29 exemplaires papier et 4 e-books. Ah, tout à l'heure j'avais dit 3 e-books. Ou 2 e-books. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben, c'est 4 e-books officiellement. Wouhou! 29 formats papier, c'était donc les commandes directement des gens sur Amazon. Mais il faut rajouter à ça une trentaine d'exemplaires que j'ai aussi vendus lors d'une fête médiévale. Voilà, j'avais mon petit stand et puis là ça a bien marché. J'avais commandé 30 livres, les 30 sont partis. Oh, oh, incroyable quelle... On a bien vendu, on va être riche, yippie. Et je vous donne ces chiffres tout en sachant, et c'est là que c'est inquiétant, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème, que j'étais à l'époque de la sortie assez suivie sur les réseaux sociaux, et j'ai plus de 4000 abonnés sur ma chaîne principale, avec des abonnés qui étaient assez actifs concernant la fantasy et tout ça, mes projets personnels, qui sont les mêmes qui me suivent sur Instagram aussi, qui sont assez actifs également, mais... il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a pas pris. Voilà, on va le dire, ça a floppé. Et ça fait d'autant plus mal que si je compare à mon co-auteur, qui lui a sorti déjà un livre avant notre roman à 4 mains,
qui s'appelle Kepler et dont je vous conseille la lecture, mais peut-être attendez un peu parce qu'on va le rééditer aussi. Donc je disais, il a sorti un roman Kepler et lui, il avait aucune présence sur les réseaux sociaux, rien, nada. Donc il a sorti son roman et il a vendu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires, mais ça a été impressionnant, sans rien faire, rien. Ça s'est vendu comme du petit pain. Nous avons donc bien réfléchi et on a été forcé de constater que soit le roman est trop mal référencé, soit c'est la couverture qui va pas. Compliqué là. Parce que je vais être totalement transparente avec vous. Pour ce premier tome, on a voulu faire les choses bien, les choses vraiment le plus carré possible. Du coup, on a dépensé énormément d'argent dedans. C'est-à-dire, on a commandé une correction professionnelle et on a commandé une couverture réalisée par une professionnelle. Là, c'est des chiffres, vraiment, c'est de mémoire, hein, parce que je les ai pas sous les yeux. La correction, elle a coûté entre 300 et 350 €, je dirais. Et c'était un petit prix, c'est parce que le livre, elle avait fait un diagnostic rapide, le livre avait tellement peu de fautes, tellement peu de problèmes que du coup c'était rapide à faire. Et la couverture a coûté entre 900 et 1000 €. Et je sais qu'il y avait des artistes qui faisaient moins cher, qui proposaient moins cher, malheureusement ils étaient tous bookés, moi je pouvais pas attendre, être sur une liste d'attente pendant 1 an et demi, c'était pas possible quand il fallait que je sorte mon roman, ça faisait déjà 15 ans qu'il macérait le truc. Enfin bref, du coup on a pris ce risque pour la couverture, on en était très satisfait. Mais voilà, on est forcé de constater qu'il y a quelque chose qui cloche dans le roman, et comme les gens ont tendance à juger un livre à sa couverture, ça c'est vrai, c'est l'élément le plus important, on est obligé de penser que le problème vient peut-être de là. Et bref, donc tout cet argent dépensé, sachant qu'on n'est jamais rentré dans nos frais. Donc voilà, on a dû se résigner là pour la suite, pour le tome 2, on a dû prendre une décision, et c'était, on ne fait appel à aucun professionnel. Voilà, ouais, je suis honnête avec vous. Là, les corrections, c'est mon talent en orthographe. Bon, pour le tome 1, j'étais contente, il y avait presque pas de fautes avant que je le file à la correctrice. Ce serait jamais parfait, c'est sûr, mais de toute façon, même les grandes maisons d'édition publient parfois des romans où il y a des fautes d'orthographe. Et oui. Et oui, et oui. Mais à eux, on leur pardonne plus facilement, c'est bizarre. Hein. Et concernant la couverture, là, ce sera les compétences de mon co-auteur, qui a pris beaucoup de cours de digital painting, tout ça, il fait de la 3D, il fait ça pour le plaisir, lui, hein. Il s'achète des formations de temps en temps, puis il fait ça. Donc c'est lui qui a fait les deux couvertures, réédition du tome 1 et tome 2, et il est en train de commencer à plancher pour le tome 3. Donc voilà, j'ai fait très attention, surtout aux coquilles, normalement j'ai rien laissé passer, du moins j'espère, mais en tout cas, ça me fait aller au sujet suivant. La réédition pour atteindre la perfection. Une des choses aussi qui nous a poussé à rééditer le tome 1, c'est tout simplement les coquilles oubliées par la correctrice. Elle a fait du bon boulot, vraiment, globalement c'était nickel, mais alors il y a juste eu un problème, je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être au démarrage du roman, mais en tout cas au démarrage du roman, sur le prologue et chapitre 1, c'est là où il y a une concentration de petites coquilles, ou un S en trop, ou un S en moins, vous voyez, vraiment des trucs bêtes comme ça. Et là, c'est un gros problème, parce que le lecteur décide de poursuivre sa lecture dans les premières pages. Et si dès les premières pages, il y a un oubli, il y a une faute d'orthographe débile, c'est un peu compliqué. C'est vraiment, les 2 premiers chapitres, au moins, c'est les 2 chapitres qui doivent être nickel. Et puis voilà, tant qu'à refaire la correction, on en a aussi profité pour modifier une toute petite chose. Le nom de la cité. Carmozan. Le roman se déroule dans une cité du nom de Carmozan. Dans la première édition, Carmozan, c'est écrit sans le E. Dans ma tête, je pensais que tout le monde allait le lire Carmozan, mais non, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils le lisaient Carmozan, comme le parmesan. Et la sonorité, j'aime pas du tout, et ça m'embête que des lecteurs pensent que j'ai intentionnellement mis Carmozan. Du coup, un petit E, ça fait le travail, et grâce à ça, ça permet la distinction entre les habitants de Carmozan, qui sont pour le coup des Carmozans, et la cité qui est Carmozan. Voilà, c'est tout. Ah si, il y a un autre petit changement. Mon co-auteur avait pas spécialement d'avis dessus, mais j'ai eu 2 retours de lecteurs par rapport à ça, c'est par rapport à une scène un peu sexuellement explicite. Et ils m'ont dit que c'était trop cru d'un coup et que ça tranchait trop avec le ton du roman. Du coup, j'ai carrément adouci ce passage. Et en le relisant, c'est tellement mieux. Ça s'inscrit mieux dans le roman. On a aussi modifié autre chose. Le prix. Voilà, l'autre changement majeur dans ce roman, c'est le prix. On était vraiment beaucoup trop cher. Quand je dis beaucoup trop cher, en vrai, oui et non. Parce qu'on est quand même 2 auteurs dessus, il faut bien qu'on se rémunère tous les 2. Et surtout, on y a passé 15 ans, donc ça a pris énormément de temps. On a dépensé beaucoup d'argent aussi dedans. Pour nous, 20 €, ça nous semblait pas démesuré. Mais faut aussi qu'on se mette à la place des lecteurs. 20 € pour un roman auto-édité, ça peut paraître beaucoup, parce que c'est vrai que dans les auto-édités, il y a énormément de romans qui sont nuls.
mais nul. C'est bourré de fautes d'orthographe, il n'y a pas d'histoire, enfin... Même des rédactions au lycée sont meilleures que ça. Je suis désolée, je suis crue, mais alors... Je lis énormément d'auto-édités. Je crois que je lis beaucoup plus d'auto-édités que d'auteurs édités. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de fois où... Je suis sortie de mes lectures en me disant mais c'est pas possible, j'ai pris de l'argent et je l'ai balancé par la fenêtre quoi. Donc voilà, je me dis peut-être que les gens qui ont eu des mauvaises expériences avec l'auto-édition ont peur de passer le cap avec un prix aussi élevé entre guillemets. Donc on a baissé à 14,99, 14,99 pour les amis suisses et belges. Et la Kindle est passée de 4,99 à 2,99. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est une bonne nouvelle, ce prix a baissé. Et enfin, le tout dernier changement, le plus important, dont on a déjà parlé, la couverture. Voilà, je vous l'ai dit, la couverture, nous, elle nous plaisait, mais force est de constater qu'elle attire pas assez le regard. D'ailleurs, j'avais fait un sondage sur Instagram à l'époque, et j'avais demandé comment trouvez-vous la couverture, très bien, bien, bof, ou ça va pas du tout. Et 100% des réponses c'était bof. Ça m'a mis un petit peu un coup, hein, parce que bah ça voulait dire qu'en gros les 1000 euros que j'ai déboursés, je les ai mis à la poubelle quoi. Mais non, enfin pas tout à fait à la poubelle puisqu'on a décidé de garder, vous voyez, cette couverture, sauf que au lieu de la mettre sur la couverture, on l'a mis sur la 4e de couverture. Un petit peu comme ça en transparent avec le résumé. Ça rend plutôt bien, j'aime bien. Donc pour la couverture qui a été refaite par mon co-auteur, on a décidé de garder la porte parce que c'est le symbole ultime de ce tome-là. Donc mon co-auteur s'est attelé à la couverture et il a voulu garder le même esprit que pour le tome 2 parce qu'en fait il a déjà fait la couverture du tome 2 avant de faire celle du tome 1. Et on a décidé que sur chaque tome, on serait à peu près dans les mêmes tons, les mêmes couleurs ou avec des très légères variantes et que ce serait toujours un objet qui serait dessus. Donc voilà, on a repris l'idée du tome 1 avec la porte en cuivre, donc on a refait vraiment la porte. Comme vous pouvez voir, je vais mettre ici du coup la couverture, révélation. On a rendu peut-être un peu plus pétant la porte parce qu'effectivement on la voit pas elle se confond pas mal avec le bleu, c'est assez sombre, alors que là elle est vraiment le cuivre est pétant, donc j'espère qu'elle va attirer le regard. Et voilà, on a gardé le code couleur bleu parce que c'est vraiment c'est le thème, c'est un peu le thème du livre quoi. Donc je laisse un peu la couverture là. Je vous laisse bien les regarder. Et puis j'attends vos commentaires pour savoir si ça vous plaît, si vous la trouvez assez attirante. Ça m'aiderait beaucoup, merci. Voilà, c'était toutes les informations que je pouvais vous donner concernant la réédition du tome 1. On va maintenant passer au tome 2. Et pour ouvrir ce sujet-là, je vous propose d'abord de regarder le sondage, les résultats du sondage que j'avais fait durant les vacances. Le sondage. Là, j'ai dû prendre mon PC sur mes genoux pour voir les réponses. Du coup, ça a éteint ma lumière Terendil. Quelle tristesse. Question numéro 1. Qu'attendez-vous du tome 2? Là, on a eu rien en particulier. J'ai envie de me laisser porter. Quelqu'un a dit aussi des réponses et des nouvelles bestioles terrifiantes. Et tout. Tout. Comment tout? que t'attends tout du tome 2? Ça met pas la pression, hein. Question numéro 2. Vous avez préféré l'intrigue principale, les intrigues secondaires ou les deux? Et là, à 86%, vous avez voté les deux. 14% a voté les intrigues secondaires. Je vous vois, ceux qui attendent d'en savoir plus sur l'idylle entre les îles et Malil. Ah, c'était dur à dire ça. Vous avez préféré l'histoire en elle-même, le style des auteurs ou les deux? Là encore, 86% ont voté les deux contre 14% pour l'histoire en elle-même. Ok. Question numéro 4. Vous avez été séduit par les lieux du roman, les créatures, animaux, flore, etc. ou tout? 71% a voté tout et 29% a voté les lieux du roman. Je suis vraiment contente pour les lieux à part ça. Hein. C'est 15 ans de réflexion les mecs. Attendez, on en est à quelle question? On en est à la 5. Hein. Ah oui, vous êtes team Narar ou team Falfenif. Donc pour ceux qui n'ont pas lu, les Narar c'est un peuple, les Falfenif c'est un peuple. Ils sont en conflit, les uns asservissent les autres. Du coup, on suit deux points de vue de deux personnages. Il y en a un, c'est un Narar, un, c'est un Falfenif, donc forcément. Et là, vous êtes 86% à avoir répondu que vous étiez Team Falfenif et 14% pour Team Narar. Et là, honnêtement, cette question, je m'attendais carrément à l'inverse. Parce que les Narars, c'est un peu un idéal de beauté, ils sont intelligents, enfin bref, on a envie d'être eux. Même s'ils sont un peu cruels. Mais globalement, on a plus envie d'être eux que d'être des Falfenif, parce que les Falfenif, ils sont petits, ils sont gris, ils ont 7 doigts par main, ils sont réduits en esclavage, enfin, ils sont pas glamour, ils font pas rêver. Mais je suis contente que ce soit vos préférés, parce que c'est vraiment des personnages qu'on a énormément travaillé, les Falfenif. Ça nous est venu en pleine nuit, l'idée, et depuis,
on continue même encore à les développer. Question numéro 6. Recommanderiez-vous ce roman? Oui à 100%. Merci. Question numéro 7. Que manquait-il à ce roman selon vous? Et là, une personne a répondu qu'il manquait des illustrations. Alors monsieur, à presque 1000 € l'illustration, comment dire qu'on va se passer d'illustrations? Déjà, il y a une petite carte en début de roman que j'ai concoctée moi-même, c'est déjà pas mal. La question 8, j'avais demandé quelque chose que vous n'aviez pas aimé dans ce roman. Et là, j'ai eu une réponse intéressante de Mermaid Trooper. Elle nous a dit que dans l'intro, on parle déjà du fait que les Falfenif servent de nourriture. Vraiment, ça là, c'est le truc qui nous a le plus trituré le cerveau au début de l'écriture. On a vraiment hésité à garder le secret. Où vraiment elle dévoilait dès le début, on n'arrivait pas à savoir, j'ai écrit toute une version, j'ai dû faire plus de 100 pages sous Word du roman où on découvre en fait le fait que les Falfenif servent de nourriture aux Narrar. Mais j'ai trouvé que tout, jusqu'au moment de la révélation, ça faisait trop roman banal de fantasy comme on peut en lire des centaines, vous voyez. Et après je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire comme mon auteur préféré? Je vous laisse 5 secondes pour deviner qui est mon auteur préféré. Donc mon auteur préféré, c'est Michael Crichton. Et là, vous savez peut-être ce qu'il a écrit, un de ses livres les plus emblématiques, Jurassic Park. Rien que dans le titre et la couverture, là, avec l'œuf de dinosaure, on sait que ça va parler de dinosaures, même si il écrit un petit peu comme si, oh mon dieu, on sait pas ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Il y a des choses bizarres qui se passent sur cette île. Nous, on sait forcément, grâce au résumé, à la couverture, au titre. Et ça n'enlève rien, je trouve, à l'histoire. Ça enlève rien au suspense. Et je me suis dit que si Michael Crichton a réussi à faire ça, pourquoi nous, est-ce qu'on n'y arriverait pas? Surtout que pour le coup, c'est un élément assez original qui sert à appâter le lecteur. Donc le fait que voilà, nos personnages sont dans cette situation absolument terrible, c'est annoncé dès le début. Il y a tout de suite une emprise émotionnelle. Je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait pu faire. Alors c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je suis assez satisfaite de ce choix finalement. Question numéro 9. Au contraire, un truc que vous avez adoré. Donc là, on a eu la découverte de l'enclos à Falfenif. Voilà. Donc du fait que les Falfenif sont dévorés. Quelqu'un d'autre a répondu le fait de suivre les deux personnages et de passer de l'un à l'autre pour voir les deux visions. Ça, je suis assez contente, c'est aussi une prise de risque. Et quelqu'un d'autre a répondu les bestioles terrifiantes. Oh, c'est réponse de Frankie, ça. Ma collègue, qui est autrice, elle est fan de thriller d'ailleurs, c'est dans ce genre-là qu'elle écrit. Donc c'est pas étonnant qu'elle aime le glauque, elle. Question numéro 10. La romance entre les îles et Malil était bien, bof, ou on attend de voir ce que ça donne, ou ça nous mène plutôt. Là, 71% d'entre vous ont pensé que c'était bien, et 29% attendent de savoir où ça mène. Je peux vous dire qu'on concocte un truc bien salé. Vous allez bien aimer dans le tome 2, il y a des petites choses pour Malil qui attendent Malil. Question numéro 11. Avez-vous compris que l'orbe est important? Oui à 100% et je suis vraiment contente parce que l'orbe c'est un personnage principal, c'est pas qu'un simple objet, c'est pas qu'un truc qui bouge, qui interagit vite fait. C'est vraiment un personnage très important. Très très important et que je bosse. C'est un des premiers personnages que j'ai commencé à imaginer il y a déjà 15 ans, vous vous rendez compte? Et celui-là, on en saura plus sur ce personnage au moins tome 3-4. Et il a également son spin-off qui est en cours d'écriture, j'ai 50 pages et je suis trop hypée par ce personnage, en fait je l'aime trop. Donc voilà, j'ai hâte de vous le dévoiler un jour. Question 12. Attendez-vous d'en savoir plus sur l'orbe? Oui à 100%. Bon en vrai cette question était pas utile du coup, mais bon je pense... ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai posée. Et la dernière question, la numéro 13. Seriez-vous déçu que les personnages se rendent en surface et explorent ces territoires? Ils découvrent de nouvelles intrigues, etc. Non à 100%, et là c'est un gros ouf. Parce que moi c'est personnellement ce qui m'avait énormément déçu quand j'ai lu La Légende de Drizzt. Il y avait plusieurs tomes qui se sont passés dans le monde souterrain, et puis ils décident de rejoindre la surface, donc je dirais jusqu'à les 2 premiers tomes de la surface j'ai bien aimé, et après c'est devenu trop... ça a perdu en fait son côté très original d'un monde sous la surface, très cruel et tout ça. On était arrivé dans un monde de surface avec des elfes, des nains, des barbares, assez caricatural. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait un poil déçu et j'avais peur que ça fasse pareil, que mes lecteurs n'aiment pas non plus que je fasse venir mes personnages en surface. Mais je vous promets une chose en tout cas, c'est que, vu comment j'ai été déçue pour La Légende de Drizzt, c'est quelque chose que je vais énormément travailler. Mon monde de la surface va être original. Je sais pas comment me lancer des fleurs, mais vraiment...
J'ai tout mis en œuvre pour qu'il y ait des éléments qui fassent que ce soit aussi intéressant à lire que quand ça se passait sous la surface. Voilà pour le sondage! Et comme promis, je vais vous révéler maintenant la couverture du tome 2. Je suis pas très prête. Je suis un peu stressée. C'est ici que je la révèle pour la première fois. Je vais la révéler dans la foulée sur Instagram, mais voilà. Ceux qui auront eu le courage de regarder la vidéo jusque-là, vous êtes récompensés, vous l'avez en avant-première. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, vous remarquerez que comme pour le tome 1, c'est un objet qui est au centre, c'est un objet très symbolique. Chaque objet représente un peu l'esprit du tome, donc pour le tome 1 c'était la porte parce que l'élevage Falfenif se trouve derrière cette porte. Pour le tome 2 c'est un bouton. Si vous avez lu le tome 1 attentivement, vous savez ce que signifient les boutons. C'est très rattaché aux Falfenif, parce que les Falfenif ont un rituel mortuaire. Ça a été imposé par les Narars, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont choisi. Mais en gros, ils doivent coudre un bouton dans le corps du défunt et le bouton en fait attache l'âme. On dit que l'âme du défunt reste dans le bouton et que du coup l'âme est condamnée à rester près du corps pour l'éternité. Donc c'est une manière pour les Narars d'enchaîner les Falfenif pour toujours. Et notre héros Nidoa, il s'oppose totalement à cette pratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vole le bouton mortuaire de son meilleur ami et qu'il le garde toujours avec lui. Donc voilà, s'il y a un bouton sur cette couverture de tome 2, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y aura beaucoup de Falfenif dans ce tome. Au-delà de beaucoup de Falfenif, ils joueront surtout des rôles importants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir, à soutenir cette chaîne, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc un simple petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça aide énormément pour le référencement. Alors, chers Falfenif, abonnez-vous, activez la cloche. C'était Halo de Salm et Nicolas Keman, et nous vous disons à très bientôt pour d'autres explorations.